Merci. Donc, table ronde, la troisième de la journée, dédiée à l'emploi face aux stratégies d'entreprise. Alors, bien évidemment, c'est tout ce débat autour de la complémentarité ou de la rivalité entre l'IA et l'humain qui est en cause, mais pas seulement. Et vous avez tous tenu, quand on a préparé ces entretiens, à dire attendez, c'est pas seulement le débat, est-ce que l'intelligence artificielle va détruire ou pas de l'emploi. Il y a beaucoup plus de sujets que ça à évoquer. Donc je vous présente quand même Franca Salis-Madini. Vous êtes secrétaire national de la CFDT cadre en charge d'Europe du numérique, de l'IA et de la protection des lanceurs d'alerte. Bénédicte Crété d'Ambricourt, vous êtes DRH groupe de Groupama. Frédéric Sardin, associé spécialiste en droit numérique au cabinet Jantet, et Frédéric Boutet, vous êtes directeur associé au BCG X en charge des sujets d'intelligence artificielle pour le secteur bancaire. Frédéric Boutet, on va commencer avec vous par finalement peut-être un propos introductif, vous qui êtes au cœur de au BCG, pour avoir déjà un ordre d'idée de l'impact que cette intelligence artificielle générative, il faut le rappeler, hein, oui. C'est très important, va avoir sur les métiers. Bon, combien seront concernés, à quel degré est-ce que vous pouvez nous donner un ordre d'idée? Oui, non, je ne vais pas lancer un chiffre, hein. Mais non, ce qui est intéressant, je pense qu'avec cette problématique d'intelligence générative, il faut, comme avec chaque sujet nouveau, prendre un petit peu de profondeur historique et avoir beaucoup d'humilité. Hein. Profondeur historique parce que, comme ça a été dit, on est sur une logique de progressivité. Hein. Peu importe si on date la naissance de l'intelligence artificielle avec la machine de Turing ou encore un peu avant, mais on n'est pas face à des technologies qui tout d'un coup créent une rupture absolument gigantesque. Comme on l'a vu, il y a beaucoup d'intelligence artificielle qui existent déjà. Ça existait avec des systèmes de règles dans les années 80 et ça s'est poursuivi par du machine learning, du deep learning. Donc on est face à une nouvelle évolution, premièrement. Humilité parce que la peinture n'est pas complètement fraîche encore sur ces technologies. Donc il faut être dedans, mais il ne faut pas non plus en attendre trop en termes de révolution absolument gigantesque. Pour revenir à la question de l'emploi, du coup, avec ce prisme d'humilité et de profondeur historique, je pense qu'il y a une vraie différence, c'est que l'intelligence artificielle générative, face au machine learning, elle impacte beaucoup plus de gens au sein de l'entreprise. Donc avant même de parler de notion de productivité, on sait que 50 voire 70% des collaborateurs potentiellement vont être exposés à de l'intelligence artificielle générative d'une manière ou d'une autre, que ce soit à travers un chatbot ou à travers autre chose. Donc du coup, l'impact derrière, il va dépendre un petit peu de quelle solution on parle. Parce que on a d'un côté ce que nous on appelle des choses qu'on déploie massivement, hein, c'est Microsoft Copilot pour en citer un. Là, on sera sur des gains d'efficacité pour tout le monde qui vont permettre à chacun d'améliorer le travail. Maintenant, il faut être clair, sur certaines activités, on a un impact significatif sur la productivité. Ça peut être des call centers, ça peut être la création de contenu digital, etc., etc. Et sur quelques activités, je pense qu'il y aura deux impacts possibles. Il y a une réponse micro, qui sera celle de l'entreprise, où certaines choisiront de réinjecter ça sur d'autres activités. Et puis, il y aura une notion de réponse macroéconomique à l'échelle de la société, qui est, à mon avis, un débat un peu plus complexe, qui est finalement que, et ça a été dit tout à l'heure, on voit bien que va y avoir toute une partie des employés, des collaborateurs qu'on va pouvoir former, entraîner et qui vont être au fait de ces technologies, capables de les utiliser. Et il va y avoir la question de ceux qu'on ne va pas pouvoir embarquer. Et je pense que, mais ça c'est plus une réponse sociétale qu'une réponse microéconomique. Mais à l'échelle de l'entreprise, j'imagine que beaucoup de métiers, beaucoup de choses vont changer. Alors évidemment, on voit bien qu'il y a deux camps qui se décident, hein. Il y a ceux dont apparemment vous faites partie, qui disent bon, finalement c'est pas très différent de ce qui s'est passé avant, oui ok, ça va impacter beaucoup d'emplois, ça va peut-être en détruire beaucoup, mais au final ça en créera peut-être davantage. Et puis il y a l'autre école, ceux qui disent que cette fois-ci c'est pas pareil. Alors on va pas spéculer pendant une heure sur ces différences, c'est pas pareil. En revanche, il y a une chose dont on est sûr, c'est la violence et la rapidité du choc. Franca Salis-Madini, justement, s'il y a bien une chose dont on est certain,
c'est que l'irruption de cette technologie, elle est extrêmement rapide, extrêmement brutale, et que ça, quoi qu'il arrive, déjà, c'est un défi en matière d'accompagnement des collaborateurs d'entreprise. Oui, donc bon après-midi à toutes et à tous. Merci donc pour cette opportunité d'échange dans un lieu symbolique, coopératif et mutualiste. Alors, d'abord, moi, je ne suis pas une prophète pour dire qu'est-ce qu'on va prédire sur l'emploi. Et les prophéties, en général, ne sont pas toujours avérées très justes. Je rappelle une étude d'Américains de 2013 qui prévoyait qu'aux États-Unis, il y aurait eu la disparition de 47% d'emplois suite à l'automatisation. Force est de constater qu'ils sont un peu trompés, donc soit les méthodes ne sont pas les bonnes. Et je voudrais être aussi peu fataliste parce que même l'effet ou les effets sur l'emploi, puisque nous sommes en train de parler d'emploi, ça dépend des choix et d'orientation. Alors je suis étonnée que cet après-midi, nous n'ayons pas encore entendu le mot dialogue social, dialogue professionnel, co-construction. Parce que moi, je pense une chose, je suis syndicaliste, bien évidemment, vous l'avez compris, et je pense que les syndicats, lorsqu'ils sont associés, peuvent aussi interpeller la finalité. Pourquoi on introduit des outils, des systèmes d'IA et d'IAG et la finalité est importante parce que nous avons parlé des complémentarités à l'humain ou des remplacements. On peut avoir comme finalité des gains massifs de productivité et forcément on les fait en réduisant la main-d'œuvre et la masse salariale, donc ça veut dire qu'il y a réduction d'emploi. Ou bien, et j'ai entendu beaucoup d'exemples vertueux, heureusement cet après-midi, dire nous on choisit des outils qui sont complémentaires à l'humain. Ça change tout. Et je pense qu'il faut en discuter, parce que vous serez étonnés de ce que je vous dis, mais moi je ne suis pas étonnée en tant que citoyenne s'il y a une route qui va passer à côté ou une éolienne qui va être posée à côté de mon terrain, eh bien j'ai besoin d'être consultée. Alors, si on introduit des outils qui sont impactants, et pas que sur l'emploi, mais aussi sur les plans éthiques, sur les plans de la surveillance, sur les plans de la discrimination, au travail ou ailleurs, eh bien, nous avons le droit d'avoir et de donner notre avis et d'avoir notre opinion. Donc, moi, je pense... Est-ce qu'au-delà du dialogue, alors j'entends... Oui, le dialogue, il est important. On part presque d'une feuille blanche, mais vous déjà, est-ce que vous avez des pistes sur ce que vous pensez être les stratégies d'accompagnement qu'il va falloir mettre en place pour accompagner cette mutation technologique? Alors, je fais partie, comme Cédric Cohaut d'ailleurs, de la commission gouvernementale qui a rendu un rapport, M. Macron, il y a 10 jours, sur l'intelligence artificielle. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder ce rapport, qui dit plein de choses sur plein d'aspects, souveraineté, culture, services publics, et aussi, dans les premières pages, il y a quand même la considération de dire qu'il faut accompagner, acculturer, donc rendre conscients les gens de ce que ces outils impliquent, de leurs opportunités, de leurs magnifiques potentialités, mais aussi des risques et des limites. Et dans ce rapport, il y a deux choses. Le dialogue social, désolé, monsieur les chiffres, il est considéré comme la pierre angulaire pour que ces déploiements se fassent avec la confiance. Et si on ne prend pas le temps de le faire, ces temps-là, on va les perdre après, parce qu'il y aura des freins. J'ai des exemples en tête. Dans les services publics, dans la fonction publique, on a essayé de déployer des outils numériques d'automatisation. Ça ne s'est pas très bien passé, on a dû revoir tout à zéro. Donc moi, je pense que l'implication, comme nos homologues allemands, suédois, danois font d'ailleurs, c'est qu'ils parlent, ils se parlent en entreprise et dans les administrations. Donc, on va faire l'accompagnement et la transformation avec les gens et pas contre les personnes.
Voilà, donc ça c'est un peu la philosophie pour moi qui doit présider à ce genre de transformations qui ne sont quand même pas tout à fait anodines. Alors Bénédicte Crété-Dambricot, vous allez vous retrouver face à face dans les discussions dans les entreprises. Alors côte à côte, on peut le dire comme ça aussi. Comment vous voyez les choses, alors notamment sur vos métiers, un, les métiers de l'assurance, et deux, les métiers de l'assurance mutualiste, parce que j'imagine qu'il y a une spécificité aussi dans cette approche. Alors est-ce que vous partagez finalement l'approche selon laquelle, sacraliser un peu l'IA générative, on a déjà digitalisation, etc. Et puis surtout, ce qu'on a envie de savoir, c'est finalement sur les métiers, qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que pour le client, c'est mieux? Est-ce que pour vos collaborateurs, c'est mieux? Alors effectivement, bonjour à toutes et à tous. Sur la donne mutualiste, oui, c'est un élément en tout cas que l'on cultive et que l'on souhaite différenciant. Pardon. On parlait effectivement de combiner la machine, l'IA, l'humain. C'est effectivement une continuité. Ce qui change, et ça a été dit en introduction, c'est la vitesse de transformation et aujourd'hui d'implémentation. Ça, c'est indéniable. Et donc, ce qui est important, c'est d'embarquer idéalement tout le monde et d'embarquer à coup sûr le maximum de personnes. Et quand je dis le maximum de personnes, ce sont aussi toutes les parties prenantes dans l'entreprise et dans le monde mutualiste aussi, nos élus institutionnels, nos collaborateurs, nos sociétaires. Et ça, c'est un point important. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, le changement, il est à la fois sur, je le disais à l'instant, sur la vitesse de transformation, mais aussi sur la profondeur, et ça a été dit dans les précédentes tables rondes, la profondeur des données, la profondeur d'analyse, la vitesse de calcul. Et je pense qu'aujourd'hui, l'intérêt, c'est comme dans beaucoup de choses dans la vie, c'est de choisir ses combats. Et c'est de se positionner, non pas en rivalité sur les calculs de la machine, mais qu'est-ce que la machine va pouvoir produire pour que l'humain soit différenciant et apporte cette valeur ajoutée. Et c'est vrai que, là aussi, en introduction, Jean-Michel Blanquer disait on n'a jamais eu autant besoin d'humains. Je pense que c'est vrai. Et ce n'est pas exclusif, l'IA n'est pas exclusive de cette dimension-là. Par contre, c'est comment on le fait. Sur quel domaine on attend, pourquoi faire. Le rêve d'un conseiller d'assurance, ça n'a jamais été de lire les conditions générales de vente, ça a été d'apporter le conseil à son sociétaire et son client, de même que le juriste, effectivement, c'est de ne pas faire des recherches infinies sur la jurisprudence, mais bien d'avoir la stratégie de négociation. Donc à partir de là, chacun peut avoir sa place. L'autre question, et on y reviendra sûrement par la suite, c'est vrai qu'au-delà de l'emploi, et ça a été dit encore une fois, c'est pas de la destruction sans création, c'est différent, mais ça pose beaucoup d'autres questions avant la destruction. Ça pose des questions, bien évidemment, et je souhaite vraiment le mentionner, sur l'éthique. Chez Groupama, on a développé un label IA mutualiste, justement, par rapport à ces éléments-là, aux questions que ça peut embarquer à chaque étape de déploiement, sur les métiers, mais aussi sur les relations interpersonnelles. Aujourd'hui, la question, c'est pas simplement sur le calcul qui va être apporté, c'est aussi dans quelle culture d'entreprise on souhaite mettre en œuvre cette intelligence artificielle. Et c'est vrai que la culture d'entreprise, elle va être drivée par justement la place que l'on va donner à l'IA. On a tous parlé aujourd'hui de copilot, on a tous parlé des comptes rendus de réunion. C'est très bien, mais un compte rendu de réunion veut dire qu'une réunion est enregistrée. C'est ce qui a été dit pour le chirurgien tout à l'heure. Est-ce qu'on est sûr que ça ne change pas la tonalité des réunions? Est-ce qu'on est sûr que ça ne change pas la tonalité des échanges? Voilà, ça c'est une question qu'il est quand même intéressant de se poser. Vous recevez des tâches parce que vous avez été mentionné dans une réunion. Quid, et on pourra en reparler après, de la déconnexion? Quid de l'autonomie? Voilà. Et ces éléments-là me paraissent intéressants et importants à prendre en compte avant de rentrer dans destruction, pas destruction, plus d'emplois, moins d'emplois. Voilà, je pense que c'est pas forcément moins nombreux pour faire plus, c'est comment on fait différemment. Et puis un élément aussi, c'est tout ce qui revient à un travail à la tâche, finalement. Est-ce que c'est vraiment une avancée de répartir une activité, un métier en tâches? Voilà, j'ai pas forcément répondu, j'ai posé des questions, mais... Non, mais vous inquiétez pas, parce que vous répondrez par la suite. Frédéric Sardin, voilà, l'idée de la vitesse, elle est aussi
importante pour vous. Or, on sait que finalement, le temps de l'innovation, le temps de l'invention, c'est pas le temps de la réglementation, c'est pas le temps du droit. Il est beaucoup plus long. Et donc, comment aujourd'hui, finalement, le droit s'adapte, et notamment le droit numérique, à ces bouleversements technologiques spectaculaires? Oui, merci Emmanuel, vous avez raison. Le droit est toujours historiquement à la traîne, court après ces technologies galopantes. Et donc le juriste, vous m'avez sans doute invité aussi pour sa composante sociologique, essaye d'appréhender, mais toujours très en retard, souvent beaucoup trop. Le droit, comment il appréhende l'intelligence artificielle? Il l'appréhende à travers deux prismes, essentiellement. C'est tout le droit de la donnée. On a entendu tout à l'heure que c'était un travail sur les données. Et puis c'est un droit de la prévention. On est en train de construire un droit de la prévention, un droit de la compliance. Et le droit, il résonne avec des vieilles catégories. On fait des grandes études en droit. Pendant très longtemps, on étudie le droit romain, des vieux classiques, parce que le juriste, il essaye toujours de mettre des choses très compliquées dans des cases simples. Et donc, on nous a expliqué sur la première table ronde ce qu'était l'intelligence artificielle. Bon, ça semble assez complexe quand on rentre dans le détail, mais c'est quoi finalement l'intelligence artificielle? Pour un juriste, en tout cas, c'est un outil. C'est un super outil. J'ai un logiciel. Les nouvelles générations ne parlent plus que d'algorithmes, donc je suis complètement dépassé, mais j'ai un logiciel que je vais appliquer à un jeu de données le plus important possible, avec la profondeur la plus importante possible. Ça reste ça. J'ai entendu tout à l'heure, c'est très vrai, dans les années 70, on avait des systèmes experts. Aujourd'hui, on a effectivement un pas technologique qui a été franchi, mais c'est des logiques juridiquement que l'on connaît. Donc, appréhender un outil en termes de droit civil, de propriété, de responsabilité, de transmission, on sait faire. La petite nouveauté, effectivement, c'est que ce super outil, il peut avoir des biais en fonction de la façon dont il a été conçu. Et donc, j'entendais tout à l'heure, est-ce que c'est un Américain? Est-ce que c'est quelqu'un qui a telle ou telle vision de la société? Et effectivement, ça a du sens. Et donc, ça a été rapidement abordé lors de la table ronde précédente. Il y a une loi, un règlement européen, le fameux IA Act, qui a été adopté il y a 2 mois, qui entrera en vigueur en 2026 et qui pose un certain nombre de principes. C'est une approche de l'intelligence artificielle par les risques. Alors, c'est très européen. Nos amis américains et chinois ne font pas ça, mais bon, nous, on a ça, cette approche par les risques, où précisément, on doit être demain en capacité de pouvoir auditer le fonctionnement des algorithmes qui seront à l'œuvre derrière ces nouvelles technologies. Alors, Bénédicte Dambricourt, vous avez dit, il faut avant de s'interroger la question de l'emploi, il faut des préalables, réfléchir à ce qu'on veut, etc. Mais moi, j'aimerais maintenant qu'on aborde quand même cette question cruciale pour cette deuxième vague de questions. C'est quand même l'impact, sur vos clients, 2, l'impact vraiment sur la vie de vos collaborateurs. En gros, est-ce que vos clients vont voir une amélioration du service? Est-ce que vos collaborateurs vont vivre mieux au quotidien? Mais je ne sais pas, peut-être Frédéric Boutet, d'abord, vous, là-dessus, globalement, sur ce sujet, est-ce que l'IA, c'est mieux pour les clients et est-ce que c'est mieux pour les collaborateurs? Oui, je pense que la réponse est oui. Je vais juste apporter une précision. Je pense que le changement technologique, il est énorme. C'est-à-dire que ce qu'apporte l'IA génératif comme capacité à faire, c'est une vraie rupture par rapport au continuum qu'on avait vécu ces derniers temps. Ce que je pense, c'est que je ne crois pas au grand soir tout d'un coup et du choc sur l'emploi massif du jour au lendemain. Ça, c'est plus ça que je voulais dire. Et que c'est une technologie qu'il va falloir assimiler au sein de chez nos différentes entreprises. Alors, je pense que par nature, enfin si on revient à ce qu'est l'AI générative, c'est un modèle probabiliste, donc ça fait des probabilités. Et donc c'est quelque chose qui ne donne pas une réponse parfaite et mathématique. C'est très différent de l'AI prédictive à ce niveau-là. Et donc à cause de ça, en fait, par définition, c'est quelque chose qui nécessite très souvent un humain. L'AI génératif, par essence, nécessite l'humain dans sa phase de conception et de définition du modèle. C'est ce qu'on appelle l'enrichissement humain, où on va paramétrer le modèle pour éviter tous les effets d'hallucination. Et il nécessite après, dans tout le travail de monitoring dans le futur, un humain aussi pour vérifier que ça fonctionne. Donc déjà,
par rapport peut-être à l'AI prédictive, on avait des modèles qui donnaient les réponses à donner à nos collaborateurs. Là, on est sur un prisme différent parce que le collaborateur, il supervise le modèle. Donc déjà, il y a un rapport à l'intelligence artificielle qui est complètement différent et qui est beaucoup plus facile à absorber du point de vue du collaborateur. Et très concrètement, je vais être très concret parce que sur quelques exemples, on voit une amélioration de la satisfaction des collaborateurs dans le déploiement de projets d'IA générative. Donc nous, on accompagne nos clients pour développer des solutions adaptées pour eux. On a fait des projets dans le cadre de plateformes téléphoniques. Et en fait, un des problèmes auxquels étaient confrontées les plateformes téléphoniques, c'est qu'avec la digitalisation des opérations simples, toutes les questions qui arrivent dans les plateformes téléphoniques sont des questions complexes, par définition. Et face à ça, l'opérateur, il a de plus en plus de mal parce qu'il a à foison des procédures qu'il ne maîtrise pas forcément, surtout s'il est nouveau sur le poste, etc. Et l'IA générative permet, on l'a vu, d'améliorer considérablement sa qualité de recherche d'informations pour répondre de manière très spécifique au client et éviter que le client ne rappelle plusieurs fois parce qu'en fait la première réponse qu'il lui avait donnée n'était pas la bonne. Et on a des exemples très concrets de ça dans énormément d'industries, dans le secteur des télécommunications, dans le secteur de la banque ou plus largement. Donc il y a un bénéfice collaborateur. Et je donnerai un autre exemple. Moi, en plus d'être consultant, j'ai travaillé dans une banque, j'étais au LCL, j'étais en groupe Crédit Agricole, justement, j'étais en charge de la transformation digitale de la banque il y a quelques années maintenant. Et ce qu'on remarquait, c'est que moi, quand je faisais les visites agents, j'ai toujours été frappé par la difficulté qu'avaient les conseillers, surtout qu'on était confrontés à une rotation des personnels très très importante, à trouver la bonne information dans nos bases de connaissances. Et je pense que si on prend l'échelle de la banque, d'une agence, et qu'on permet de donner à nos conseillers un outil qui leur permet de trouver une information facilement demain, on va considérablement améliorer leur quotidien. Ouais. Bénédicte Crété d'Ambricourt, Groupama. C'est comme ça que vous voyez les choses aussi. Est-ce qu'il faut avoir une approche plutôt centrée sur le consommateur, plutôt centrée, enfin sur vos clients, plutôt centrée sur vos collaborateurs? Est-ce que c'est possible, même question, est-ce que c'est possible de rendre les deux plus heureux? Oui, je pense que c'est possible. C'est possible, mais ça nécessite là aussi toujours d'être combiné, et vous l'avez dit, dans une relation de bon équilibre. C'est-à-dire que ça n'intervient pas tout seul, l'IA, et le conseiller aujourd'hui, qu'est-ce qu'il attend et qu'est-ce qu'on attend de lui aussi dans cette relation. Et je dirais le gagnant-gagnant, je rajouterais aussi dans une logique de performance d'entreprise, parce que c'est quand même un triptyque qui me paraît vertueux. Vous évoquiez les chatbots conversationnels. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour trouver de l'information, pour trouver aujourd'hui de la réglementation, l'intérêt, quand on est conseiller, c'est d'apporter la bonne réponse. Et effectivement, d'apporter la bonne réponse pour cette satisfaction client. Le chatbot conversationnel tel qu'il peut être déployé aujourd'hui et qui n'est plus simplement le oui, non, et puis je vais vous passer un conseiller au bout de trois réponses, il permet aussi l'intégration de nouveaux collaborateurs avec une meilleure rapidité et une meilleure période d'intégration, ce qui influe aussi sur les sujets de turnover, de management, parce que quand lui se sent en capacité de répondre, eh bien d'abord c'est plus valorisant. Et puis, il a les moyens d'apporter la réponse comme son collègue. Après, c'est l'expérience, c'est chacun qui va y apporter sa touche. Mais ça, c'est un élément important. Si je donne un autre exemple très concret, quand on remplit un devis d'assurance, précédemment, on avait un modèle où on devait... finalement, le client était, et je dis le client, mais chacun d'entre nous, hein, on l'a tous fait, un peu contraint sur l'explication, sur le descriptif. Aujourd'hui, à travers des dispositifs d'intelligence artificielle, vous combinez ce parcours, c'est-à-dire qu'on va avoir de l'expression vraiment libre, et tout l'intérêt de l'expression libre pour décrire son bien, décrire ce que l'on souhaite assurer, et puis après ça, l'établissement par la machine d'un devis, et l'intervention du conseiller qui va rappeler sur justement ce premier travail. Aujourd'hui, on est en capacité, lorsque vous prenez une photo de votre maison à assurer, de savoir si c'est de la pierre, de l'ardoise, de la brique, si c'est effectivement à proximité d'une route, j'en sais rien, en haut d'une montagne et autres. Tous ces éléments-là vont permettre au conseiller d'avoir une valeur ajoutée beaucoup plus précise et beaucoup plus ressentie et valorisée par le client. Donc ça, c'est un point important. Pour le collaborateur, si je le prends lui dans sa vie dans l'entreprise, indépendamment de sa relation avec son conseiller,
Eh bien aujourd'hui, nouvelle méthode de travail, travailler sur son employabilité, lui permettre aujourd'hui d'acquérir des choses qui vont faire partie du quotidien, quelle que soit l'entreprise dans laquelle il va évoluer. Et on le voit et on le verra peut-être sur les aspects de formation. On n'apprend plus pareil, on teste plus pareil, on fait des hackathons pour se dire, bah, tiens, on va déployer une solution d'IA pour apporter une solution pour nos problématiques majeures de nos agriculteurs. On l'a fait à l'occasion du Salon de l'agriculture. Il y a un hackathon qui a été organisé avec Mistral, justement. Les équipes ont été mises en compétition. Il y avait 48 heures pour trouver cette solution. Bon, ben ça, aujourd'hui, les collaborateurs qui participent à ces solutions-là, non seulement ce sont des processus créatifs d'innovation, de nouvelles méthodes de travail et d'apporteurs de solutions qui sont extrêmement positives. À l'inverse, parce que ce n'est pas un monde idéal non plus, je l'évoquais tout à l'heure, c'est comment on encadre ça avec effectivement des sujets de QVT, des sujets de charge de travail, des sujets effectivement de droit à la déconnexion. C'est pour ça que tout ça, c'est quand même un équilibre sur lequel, à mon avis, il faut faire preuve à la fois d'humilité et de pragmatisme. Mais est-ce que vous pensez que vous avez une approche différente des grandes banques privées, des grands assureurs privés? Est-ce que vous avez la même façon de réfléchir que chez AXA? Parce que quand on voit ce qui se passe quand même dans les banques ou dans les compagnies d'assurance étrangères, vous avez quand même des listes de suppression d'emplois qui s'allongent. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous interdisez? Est-ce que vous partez à effectif constant et vous vous dites, voilà, il faut qu'on embarque tout le monde et qu'on aille vers une qualité supérieure? Et vous le dites bien, on ne vit pas dans un monde forcément... non, mais on ne vit pas dans un monde idéal, tout rose. Et je pense qu'aujourd'hui, vraiment, et c'est ce qu'on a traduit concrètement à travers toute cette partie de digitalisation aussi, parce qu'on nous avait prédit un peu la même chose au moment de la digitalisation, c'est de la transformation. C'est-à-dire que ce n'est pas c'est de la transformation des métiers. Alors on peut dire certains métiers disparaissent, c'est de la destruction, mais ce n'est pas de la destruction de collaborateurs, c'est de la destruction d'activités. Après, forcément, et ce serait naïf de dire l'inverse en tant que RH, la méthode d'accompagnement, le fait de transformer ces métiers n'est pas simple. On l'a vu il y a quelques années, quand il fallait passer de la saisie au téléphone, c'était extrêmement compliqué pour certains collaborateurs. Aujourd'hui, passer du je saisis à je décide l'indemnisation au travers d'une photo, c'est pas le même métier. Mais ces métiers se transforment. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une richesse dans l'entreprise, c'est l'intergénérationnel par rapport à ça. Et c'est vrai qu'on voit que ça a un effet positif parce qu'il y a cette espèce de reverse mentoring qui joue et qui est très, très présent. Et là, encore une fois, je ne vous dis pas que c'est le monde idéal, mais c'est vraiment cette dimension-là qu'il ne faut pas sous-estimer et d'avoir une seniorité dans l'activité, mais d'avoir une jeunesse dans la pratique d'outils, eh bien, c'est un combo assez gagnant. Franca Salis-Madinier, vous avez dit tout à l'heure deux choses importantes. Un, la confiance. Deux, la co-construction, justement, de ces nouvelles façons de travailler. Comment on s'y prend, justement, pour tisser ces nouveaux liens de confiance? Est-ce qu'il y a des expériences, des pays dans lesquels, finalement, vous jugez que le dialogue social est performant et apportera finalement quelque chose de plus sur la façon de gérer cette révolution? Bon, d'abord, je reste en France. Il y a un chantier qui a été lancé par l'ex-premier ministre, Madame Borne, en 2021, avec l'INRIA et Laboria. Grosso modo, c'est l'observation des déploiements des usages des outils IA et IAG et ce qui ça produit. Et la première chose, c'est de dire qu'il faut expérimenter. Ça veut dire quoi, expérimenter? Ça veut dire avant d'acheter. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe globalement? Il y a des fournisseurs qui vont voir le DSI, les directions des systèmes informatiques, et qui proposent des produits avec des grandes promesses. Bien évidemment, pour vendre, il faut promettre. Et donc, on peut avoir des achats qui sont faits avec déception aussi derrière, soit sur la qualité du service rendu, mais aussi sur le fait que finalement, pour les collaborateurs, ça ne représente pas forcément une aide. Alors, je fais un exemple, les mails. Une entreprise, je ne ferai pas le nom, a adopté donc une IA pour classer les mails. Donc, c'était pour soulager les cadres, les collaborateurs qui reçoivent
des centaines de mails par jour, etc. Et donc préclassifiés. Et finalement, ce n'était pas bon, parce qu'à la fin de la journée, grosso modo, les mails n'étaient pas bien classifiés, des mails urgents étaient mis comme indésirables, etc. Donc il y avait en plus le travail de vérification du cadre à la fin de la journée pour voir si c'était bien fait. Ça, c'est un exemple. Bon, si on avait expérimenté cet outil, par exemple, tout banal, avant de les déployer, ça aurait peut-être être intéressant. Donc, le fait d'expérimenter avec réversibilité éventuellement sur un produit, c'est quand même intéressant. Maintenant, je prends un autre exemple. Toujours en France, aujourd'hui, les RH, par exemple, dans la fonction publique, ils ont été soumis à un sondage sur des outils d'IA-G. Qu'est-ce que c'était? Souhaitable, envisageable ou à proscrire. Alors, par exemple, il y a la détection précoce des maladies mentales. D'abord, est-ce que c'est un usage qui respecte nos valeurs fondamentales? Détecter d'une manière précoce quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale. Bon, beaucoup de RH ont dit ça, c'est à proscrire. Lorsque vous avez parlé de l'AI Act en Europe, ce n'est rien que ça. Ça ne régule pas une technologie, globalement, mais il y a eu quand même quelques problématiques, notamment sur les langages de fondation de type Mistral, dans la régulation européenne. Mais grosso modo, l'approche de l'Europe, c'est une technologie, elle est bien, elle est bonne, il faut que nous en fassions une bonne utilisation pour nos sociétés, pour nos humains, dans le respect des valeurs fondamentales. Alors peut-être on a déjà renoncé à certaines valeurs fondamentales, comme la vie privée. Parce qu'aujourd'hui, Internet connaît plus que ma mère n'a connu de moi, ou vos parents, ou vos enfants les plus proches. Donc peut-être on a déjà fait l'impasse, mais enfin, l'atteinte à la vie privée, la discrimination, donc le fait de ne pas être objet d'une inquisition par la machine pour dire « toi, tu es malade, donc il faut que je prépare ton licenciement », ça me semble quand même que nous voulons vivre dans une société encore européenne à laquelle moi je crois profondément, peut-être en sacrifiant quelque chose. Parce que la Chine ne sacrifie rien, mais les citoyens sont fliqués. Est-ce qu'on aimerait bien être fliqué comme un Chinois? Moi, non, mais il y a aussi des Chinois qui viennent en France et qui ont peur, ils disent, ben oui, notre monde, c'est un monde complètement totalitaire. Donc, on doit renoncer à quelque chose, à la sécurité sécuritaire, absolument, avec la reconnaissance faciale biométrique, etc., etc. Je veux dire, on a le droit de dire, mais ça, c'est pas la société que je veux. Alors justement, le juriste Frédéric Sardin, c'est vrai qu'on insiste beaucoup sur tout ce qui est protection du client, protection des consommateurs. On insiste moins autour de la protection, notamment des données des salariés et de leur vie numérique. Alors, on a tout un corpus juridique qui protège grandement les salariés. Les DRH en font leur miel quotidien. On a énormément en Europe de dispositions protectrices de nos libertés individuelles en tant qu'individu dans la société et a fortiori en tant que salarié dans l'entreprise. Alors c'est sans doute un très bon point du point de vue du salarié. Du point de vue du développement de sociétés européennes d'IA, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est de nature à favoriser l'émergence de champions, mais on n'est pas du tout démuni de protection. C'est une philosophie en Europe. On fait primer les libertés individuelles sur, on peut dire au sens large, le développement économique. Nos amis américains, chinois, indiens, coréens n'ont pas toutes ces préventions-là. Donc, on n'est pas du tout démunis. Parfois, il y a même un excès de la part de certains salariés quand le fameux RGPD, donc le Règlement général sur la protection des données, est apparu en 2018. Là, on va dire, cristalliser un certain nombre de droits qui existaient déjà dans la loi précédente, mais qui les a davantage mis en lumière, comme par exemple le droit d'accès d'un salarié à ces données le concernant. Bon, on a un certain nombre, enfin beaucoup de nos clients qui sont saisis de contentieux prud'homaux où le salarié va chercher à faire jouer son droit d'accès sur ces données pour reconstituer a posteriori un dossier contentieux, des choses comme ça. Bon, donc
le droit permet beaucoup de choses, ne permet pas tout, notamment il y a des excès de droit d'accès auxquels on ne peut pas faire droit, mais la réglementation est là, et elle est même extrêmement présente, peut-être même trop. Moi j'ai parfois beaucoup de clients indépendamment de l'emploi, hein, mais start-up licorne, même parfois clients américains, si on applique à la lettre tout le corpus juridique européen en matière de big data, en matière de scrapping de données sur Internet pour aller contre des choses, aujourd'hui, vous ne pouvez quasiment rien faire. C'est très, 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 très compliqué. Google ne s'embête pas avec ce genre de considération. Google scrape toutes les images de la planète ou scrape tous les livres de la planète. Et puis, une fois qu'il a sa bibliothèque mondiale et ses photos, il va négocier qui avec la SACEM, qui avec les sociétés de photos. Nous, la première question qu'on nous pose, c'est Maître, est-ce que j'ai le droit, est-ce que je peux? Très souvent, j'ai envie de leur dire faites, avancez, vous négocierez après. C'est-à-dire que le droit est aussi une arme économique de développement au service de l'emploi, et on a une vision européenne extrêmement protectrice, extrêmement préventive, avec une approche extrêmement centrée sur les risques, qui a les inconvénients de ses avantages, donc qui est très avantageuse en termes de respect, de protection de l'être humain, et qui, en termes de développement de certaines économies de pointe comme l'IA, peuvent parfois être des freins du point de vue juridique. Notre ami tout à l'heure de chez Accuracy listait tous les acteurs majeurs de l'IA, Nvidia, ASML, etc., que des acteurs étrangers. Alors, on a notre acteur hollandais, mais je voyais qu'hier, sur la blockchain, on a 3 opérateurs spécialisés dans l'IA, Fetch, Ocean, Singularity, eFusion. Demain, ils ont une capitalisation de quasiment 10 milliards, tout de suite sur la table. Je ne sais pas à combien est Mistral, on est déjà un petit peu en dessous. Donc, le droit protège beaucoup, est très présent dans l'environnement, devrait parfois aussi être considéré comme un outil au service du développement de ces économies-là. Franck Castellis, oui, juste une petite réaction quand même. C'est aussi idéalisé. Les États-Unis, nous avons assisté à une grève de 4 mois l'été dernier par rapport à des scénaristes qui défendaient leurs droits d'auteur. Donc nous sommes en train de parler des choses concrètes. Voilà, où est-ce que c'est la liberté d'innover qui est très bonne, légitime, qu'il faut encourager, mais où est-ce que la limite par rapport à de la tangibilité de mes intérêts en tant que travailleur, par exemple, si je suis un scénariste, mais je n'ai pas envie. Donc, l'autre histoire, Google et Apple, ils ont quand même subi des procès. Les Américains, d'ailleurs, parce que voilà, les journaux, les New York Times, etc. Donc, ce n'est pas vrai non plus de dire que ce n'est que l'Europe. Voilà, parlons des choses un peu concrètes et tangibles. Est-ce que vous aimeriez, vous, dans votre métier, que quelqu'un vienne d'une manière absolument libre à vous capter toute la valeur ajoutée que vous mettez dans votre métier, en vous laissant, si vous avez des droits, parce que derrière, il y a quand même un travail, et les droits être rémunérés pour ces travaux. Ça pose une autre question sur l'IA, parce que les avocats sont aussi impactés, ils seront très impactés par l'IA aujourd'hui et demain. Vous savez, aujourd'hui, nous, chez Janté, on est plus de 200 avocats, on teste beaucoup de solutions d'intelligence artificielle, on manipule des données très sensibles. On est sur des contentieux qui peuvent être extrêmement explosifs, on est sur des fusions-acquisitions très sensibles. On ne peut pas se permettre d'avoir des données qui soient divulguées. Donc, sur tout ce qui est intelligence artificielle, on avance vraiment de façon très prudente pour savoir à qui on confie les données, qui va entraîner le jeu de données, etc. Mais on est totalement impacté par ce sujet. Et juste pour répondre de 2 mots, je ne sais pas du tout, je disais juste, en Europe, les salariés, a fortiori les auteurs, sont très protégé. Victor Hugo a créé la SGDL, on a quantité de sociétés de gestion collective, les auteurs sont très bien rémunérés, on a un droit moral qui n'existe pas aux États-Unis, et donc certains scénaristes de séries aux États-Unis de temps en temps lèvent leur petite pancarte pour dire nous on voudrait être mieux considérés, peut-être comme nos copains européens, je peux tout à fait l'entendre. Voilà. Bénédicte Crété, vous vouliez aussi réagir. Oui, réagir simplement sur le fait aussi parfois que dans l'entreprise, c'est bien connaître le cadre sur lequel le droit s'applique, le cadre réglementaire généralement, et l'utilisation qu'on peut faire des outils.
Parce qu'on a l'impression qu'en mixant des outils qui relèvent généralement de la vie plus personnelle, je pense à WhatsApp, je pense même aujourd'hui à l'utilisation de Teams qu'on apparente à du chat, ça reste des outils professionnels, c'est couvert effectivement par les normes RGPD. Et ça, c'est important aussi d'avoir ce rôle un peu de gardien de la bonne pratique. Et encore une fois, on a un droit, vous l'avez dit, qui avance souvent moins vite. Mais à l'inverse, l'utilisation qu'on peut en faire, c'est comment, face à cet engouement où on a l'impression que tout est ouvert, non, tout n'est pas ouvert, tout est assez réglementé aujourd'hui, et comment on a cet équilibre qui peut mettre les uns et les autres dans des situations parfois très compliquées. Je ne parle pas que d'un point de vue employeur. Ça, cet élément-là est important, me semble-t-il. Alors vous gardez la parole parce que je voudrais qu'on aborde maintenant la question de la formation. Dans le rapport qui a été remis à Emmanuel Macron, il y a un aspect important qui est cette fameuse acculturation des salariés aussi à l'intelligence artificielle. Concrètement, ça se passe comment ? Comment vous envisagez de procéder à cette acculturation ? Quelle démarche vous mettez en place ? Alors, si je vous répondais à titre tout à fait personnel, moi, la première formation que je dispenserai à grande échelle, c'est le discernement. Alors, je n'ai pas encore trouvé de formation sur le discernement, mais je pense que le discernement, le sens critique, le libre arbitre, c'est une donnée indispensable aujourd'hui face à l'IA. C'était évoqué sur les générations, M. Darès en introduction, les jeunes générations, eh bien, alors on a toujours l'impression d'être un peu vieille bique en disant ça, mais c'est de se dire comment on arrive à inculquer ce sens critique. Tout n'est pas vrai. On voit l'IA, on n'a pas beaucoup parlé de Dali et de tout l'aspect, on a parlé de données, mais les photos, enfin, l'impact des photos, c'est sidérant, effectivement, ce que l'on peut faire avaler, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà, réponse un petit peu à côté, mais je pense que cette dimension-là, elle est extrêmement importante. Je me permets juste une petite recommandation. J'ai reçu dans mon émission à la librairie de l'Écho l'auteur d'un livre qui s'appelle « Le discernement à l'usage de ceux qui croient qu'être intelligent suffit pour décider ». Voilà, et c'est François Bert, c'est un très bon conférencier. Très bien. Je me permets, je ne touche aucun droit d'auteur sur sa prestation, mais j'avais été séduit par son livre. Frédéric Boutet, RH. Alors là, c'est pareil, j'aimerais bien qu'on fasse un petit pas de côté, un effet miroir, parce qu'on dit, bon, bah voilà, c'est la RH qui s'occupe effectivement de toute cette transformation dans l'entreprise. Mais dites donc, la RH, elle est aussi, elle, impactée dans son quotidien, dans ses outils de travail, dans ses outils de recrutement par l'intelligence artificielle. Oui, alors je ne vais pas répondre, je ne suis pas DRH, mais ce qui est certain, c'est que nous, dans les transformations qu'on accompagne, on voit bien que la fonction RH, elle a un double rôle aujourd'hui. Elle a un rôle d'accompagner les transformations, parce qu'aujourd'hui, on est encore au début du cycle des transformations liées à l'AI générative. Beaucoup ont expérimenté, on fait des use cases, il y a même des batailles de use cases dans la presse, c'est-à-dire que n'importe qui dit je fais 500, 800, 900 use cases, mais on est encore sur des échelles assez micro en fait. Et le cycle dans lequel les entreprises vont maintenant se lancent d'ailleurs, c'est plutôt un cycle qui consiste à faire des transformations un peu plus majeures. Je transforme mon process de crédit, je transforme mon fonctionnement de mon réseau de distribution, j'invente quelque chose de nouveau. Et donc la RH, là, va avoir un rôle essentiel dans la façon dont elle va conduire ces transformations. Elle est replacée au cœur, si elle ne l'a jamais quitté, mais elle est replacée au cœur de ces transformations-là. Si elle l'avait quitté, c'est-à-dire en gros le creux de l'influence de la DRH, c'est avant le Covid. Oui. On va dire, et ça revient après, et là ça continue en fait à remettre la fonction RH au cœur de l'entreprise. C'est ça, et ça revient parce qu'il y aura des impacts de productivité à gérer, en partenariat avec les partenaires sociaux, mais il y aura des impacts de productivité à gérer, il y aura des transferts de compétences massifs à organiser, il y aura des formations à organiser. Et puis pour revenir spécifiquement à votre point, effectivement la RH elle-même, elle est face à sa réinvention. Elle est face à sa réinvention dans la façon dont elle fait de la formation, dans les outils qu'elle utilise, dans son process de recrutement, dans son process d'évaluation, dans le suivi des performances de chacun, avec toujours cette tension entre quel est l'usage de la donnée que je peux faire et quel est l'usage de la donnée que je ne peux pas faire. Donc elle a aussi à se réinventer. Et je vois que
dans toutes les transformations qu'on accompagne, ce qu'il n'y avait pas forcément systématiquement, dès le démarrage des travaux, quand on est dans des études de cadrage stratégique, la DRH est là au même titre que le directeur du digital. Hein. Quand même une question, parce qu'à vous écouter, on voit qu'il va y avoir beaucoup d'expérimentation, et on se dit, mais finalement, est-ce que c'est pas plus facile pour les grandes entreprises aujourd'hui de pouvoir finalement tester, essayer, revenir en arrière, que pour les PME? Est-ce qu'il n'y a pas une vraie difficulté aujourd'hui pour les PME, plus grande encore que pour les grandes entreprises? Alors, je ne travaille pas beaucoup avec les PME, hein, puisqu'on nous travaille beaucoup n'ont pas avec les moyens. entreprises. On n'est pas si cher. Mais plus sérieusement, on parle de beaucoup de solutions qu'on construit au sein des entreprises, mais il faut avoir conscience que l'IA générative va se greffer dans énormément de software de marché, en fait. Donc, pour une petite et moyenne entreprise, je pense que demain, le système comptable qui est proposé par un Sedge va intégrer des notions à l'intérieur d'IA générative. Il y en aura dans votre téléphone, il y en aura à plein d'endroits. Donc en fait, je pense que c'est une technologie, parce que c'est tout l'avantage de cette technologie, hein, c'est que c'est un modèle où potentiellement on peut l'utiliser avec peu d'entraînement et peu de ressources internes. C'est toute la puissance de ce modèle-là. C'est que finalement, par rapport à un modèle d'AI prédictif qu'il fallait bâtir, là, on peut reprendre un LLM et on a à portée de main une puissance de calcul phénoménale, à condition, toujours, discernement, enrichissement humain et supervision, évidemment. Moi, j'ai une question pour Franca Salis-Madinier pour faire un pas de côté, parce qu'en tant que syndicat, votre rôle ne s'arrête pas aux portes de l'entreprise. Vous avez aussi un rôle plus sociétal. Et il y a quand même cette question majeure. Alors, ceux qui ont des réponses, vous êtes les bienvenus, sur quand même cette idée qu'avec l'intelligence artificielle, on va perpétuer cette tendance à travailler moins. Et que, grosso modo, le message subliminal, c'est avec l'IA, on va moins travailler demain. Peut-être parce qu'il y a aussi moins de gens qui vont travailler, parce que ceux qui travailleront moins. Et donc la question, c'est, vous avez parlé des gains de productivité, peut-être plus une question politique et finalement, tous ces gains de productivité, comment on va les répartir dans la société? C'est-à-dire tous ces gens qui ne vont plus avoir d'emploi ou peut-être plus assez d'emploi, comment on va leur assurer un revenu? Est-ce qu'il faut réfléchir à nouveau à un revenu permanent? Bref, comment on répartit finalement cette valeur créée? Oui. Alors peut-être on a très peu parlé ici d'inégalité. Qu'est-ce que j'entends par inégalité? Aujourd'hui, nous sommes ici à Paris, donc milieu urbain, beaucoup de cadres plutôt bien formés, connaissant l'anglais, sont à l'aise plutôt en général avec les outils, etc. Nous n'oublions pas que derrière, dans nos pays, il y a aussi des personnes qui sont très éloignées de tout ça, très peu mobiles, peu formés, et que donc nous avons quand même un devoir, je pense, en tant que responsables politiques ou même acteurs syndicaux, de ne pas laisser des gens sur les bords du chemin, parce que d'autres vont les rattraper. Et aujourd'hui, l'IAG peut aussi investir les classes moyennes, hein, c'est-à-dire les emplois qualifiés. Hier, l'IA, c'était les emplois routiniers, lourds, peu qualifiés. Aujourd'hui, ça peut être tout le monde. Donc, d'où l'intérêt d'anticiper. Ça, c'est une première chose peut-être dont on a peu parlé cet après-midi, mais il me semble important. Après, il y a les questions aussi territoriales. La fracture numérique, ne l'oublions pas. Et plus nous voulons accélérer, plus nous avons les devoirs de fournir tous les citoyens, de mettre sur un pied d'égalité pour qu'ils puissent avoir accès aux soins à distance ou à d'autres prestations. Si on veut numériser complètement les services publics, par exemple, hein, c'est très bien pour des citoyens. Pour d'autres, c'est peut-être moins intéressant ou plus discriminant. Donc ça, j'ai dit cette chose. Je ne réponds pas à votre question, mais j'y viens. Est-ce qu'il y aura des gens qui seront complètement perdus dans cette transformation? Bon, d'abord, je répète, nous avons les devoirs de ne pas laisser, de faire en sorte
d'avoir des politiques publiques qui font que personne ne reste sur le bord de la route lorsqu'il y a une transformation de cette ampleur. Hier, je lisais l'Institut de politique publique britannique disait si on ne fait rien, si nous ne faisons rien, l'IA va détruire en Grande-Bretagne 8 millions d'emplois. Si nous ne faisons rien. Donc, c'était le scénario catastrophe qu'Elon Musk a déjà évoqué l'année dernière, toujours à Londres, en disant il n'y aura plus d'emplois pour tout le monde. Personne ne travaillera plus. Donc, je reviens au gain de productivité. Je pense qu'il faut avoir une redistribution. Keynes disait en 1900, en 2030, on travaillera 15 heures par semaine. Bon, nous ne sommes pas loin de 2030, on travaille un peu plus. Peut-être il faudra un petit peu regarder si les gains de productivité, on va aussi les redistribuer, pas qu'en argent, pas qu'en formation, c'est très bien, hein, formation, investissement massif, sans délai en continu pour former massivement tout le monde, et même des PME, elles s'essayent, elles le font, hein, donc tout le monde peut être concerné, et en même temps, donc, redistribuer un temps, par exemple. Moi, je pense qu'il y a aussi la question à voir, si on est beaucoup plus productif, beaucoup meilleur en qualité de production, etc., aujourd'hui, demain encore plus, comment on va répartir un peu le travail et travailler moins. C'est pas une question taboue. L'autre chose, c'est lorsqu'on passe, on détruit des emplois et on en crée d'autres. Moi, ma question est, en accélération, est-ce que les gens qui vont perdre l'emploi, parce qu'ils sont les plus exposés, alors j'en citerai quelques-uns, les comptables, tous les métiers du secrétariat, donc beaucoup de femmes derrière, téléconseillers, télévendeurs, ça c'est des emplois très probablement qui vont disparaître. Il y a quelques métiers dans la culture, dans les consultants juniors, etc., etc. Donc, est-ce que ces métiers et ces personnes qui vont perdre ces emplois seront capables, un peu de temps, d'occuper les nouveaux emplois? Peut-être on ne pourra pas être tous des data scientists. Et les écarts peuvent être très énormes. Donc il faudra inventer une nouvelle redistribution. Je pense qu'il y a une solution. Je pense qu'il y a deux transitions. Et il ne faut pas l'oublier. Il y a la transition numérique et digitale dont on parle, il y a la transition verte. Alors peut-être, l'espoir, on n'est pas interdit de penser comme ça, il y aura des emplois verts qui seront aussi créés. Voilà. Est-ce que les deux... Transition digitale, transition écologique. On parle d'une troisième transition, souvent qui est la transition démographique, mais ça veut dire qu'il faudra faire une quatrième transition qui est la transition fiscale, en fait, quelque part. Alors, la transition fiscale, moi, je pense qu'on peut avoir des mesures incitatives pour les entreprises, pour les aider justement à introduire des outils tout en maintenant l'emploi, donc en faisant monter en compétences. Vous l'avez dit, il y a des conseillers clients aujourd'hui avec une IAG peuvent être beaucoup plus compétents en moins de temps et donc avoir des progressions, des rémunérations aussi plus vite. Frédéric Sardin, le juriste, sur cette vision plus globale finalement de la société qu'il va falloir fabriquer pour qu'on puisse tous continuer finalement à vivre ensemble, même si certains, même si on travaille globalement moins. Vous, c'est quoi votre vision de ça? Je ne sais pas si le juriste a une réponse absolue à ces défis qui sont assez vertigineux. Moi, ce que je crois fondamentalement, c'est qu'on va aller de plus en plus vers un monde avec moins de travail. Pas un monde sans travail, ça a été dit à plusieurs reprises et à côté de moi aussi, la rupture ne va pas se faire du jour au lendemain, mais il y a des progrès technologiques qui sont là, qui sont de plus en plus rapides. On n'a pas parlé aujourd'hui de l'ordinateur quantique. Moi j'ai des clients qui sont dans l'ordinateur quantique, ça va être des pas de géants supplémentaires. Donc je pense que la tendance vers un monde avec moins de travail, elle est inéluctable. On y est déjà depuis un certain nombre de décennies. On a eu les 35 heures, on nous parlait tout à l'heure de la semaine de 4 jours, etc. L'IA va générer des gains de productivité gigantesques, des richesses gigantesques, et en même temps va avoir pour corollaire de nous donner un monde avec moins de travail. Donc ça représente effectivement des défis qui sont vertigineux. Je n'ai certainement pas la prétention d'apporter des réponses là, mais je pense que ça pose au moins trois problèmes. Il y a un premier problème qui va être un problème, et ça a été dit tout à l'heure par madame, très justement, je pense de répartition, d'égalité, d'inégalité.
on va avoir une petite fraction de la population très qualifiée, très hypercode, très IA, qui régira le monde des robots et des IA. Et puis si à terme, je ne sais pas si c'est dans 50, dans 80, dans 100 ans, on a 50, 60, 70% de la population qui on fait mieux. C'est-à-dire que mon super outil de l'IA, c'est soit un nob augmenté. Cet après-midi, je n'ai entendu que des gens qui m'ont dit aucun problème, parce qu'on ne va que vers un nob augmenté. Donc, on ne va pas trop détruire d'emplois. Il y a un petit truc schumpeterien, on fait de la destruction créative, mais enfin, il n'y a rien. Et c'est très vrai. Je pense qu'à court terme, c'est vrai. Je pense dans les mois, les années qui viennent, c'est ce qui se passe. Le vrai sujet de l'IA, et pourquoi ça fait peur à tout le monde aujourd'hui, c'est que, est-ce qu'à terme, on n'aurait pas un homme substitué? Moi, j'exclus pas que dans quelques décennies, un siècle, 2 siècles, 150 ans, peut-être avant, avec l'ordinateur quantique, on ait tout parti des emplois qui soient substitués par la machine, parce que la machine sera bien meilleure. Ce qui n'exclurait pas, à la marge, un contrôle humain, peut-être au début, tant que la technologie n'est pas parfaite, etc. Mais à terme, on va là-dessus. Donc, ce problème de répartition des richesses et de la productivité, il va se poser. Je n'ai pas de réponse absolue. On parle parfois de revenus universels, on parle parfois de revenus universels conditionnés à certains éléments. Peut-être. Ça peut être une des solutions. Il y en a peut-être d'autres à construire ou à co-construire précisément. Un deuxième point que je vois, c'est un problème de sens. C'est quoi le sens de nos vies à tous, sans travail ou avec moins de travail ou substantiellement moins de travail? Alors, il ne faut pas que je pose la question à mes associés qui sont dans des cabinets d'avocats jusqu'à 80 ans, mais c'est quoi le sens de notre vie sans travail demain? S'il y a fait mieux que nous beaucoup de choses, c'est peut-être d'aller à la pêche, c'est peut-être plus brutalement de se faire la guerre. Donc il faut penser à toutes ces questions-là. Puis un troisième point, incidemment, c'est le point politique et incidemment juridique, c'est qui doit définir les règles de ces fameux algorithmes? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est les big tech? Et pour répondre aussi à votre question sur comment on rémunère en fait cette proportion croissante de gens qui n'auront pas de travail, c'est les travaux de Daniel Susskind à Oxford, hein, qui a écrit ce petit bouquin là, il y a 2 ans sur le monde sans travail. Lui, il croit beaucoup au big state. Donc il croit beaucoup à un État très interventionniste, toujours plus interventionniste, en disant les seuls qui auront des sous, ce sera demain les big tech, il faudra bien les imposer d'une façon ou d'une autre, quitte à redistribuer peut-être avec de nouvelles règles du jeu demain. Et juste un dernier mot sur les libertés fondamentales, parce qu'on a l'impression que c'était il y a un siècle, mais en fait c'était hier ce Covid. La période du Covid, dans le monde entier, des gens se sont réveillés sans plus de travail, sans plus de rémunération. Peut-être que dans quelques décennies, dizaines d'années, nous serons face à ce sujet-là. Comment on a réglé le problème Covid? On a réglé le problème avec un quoi qu'il en coûte, très macronien, qu'on regrette ou qu'on supporte ou dont on voit les conséquences aujourd'hui. Mais les problématiques seront de cet ordre-là. Et pour finir, le mot du juriste sur les libertés fondamentales, on a beaucoup parlé des libertés fondamentales. J'observe que pendant la période du Covid, on s'est tous vite assis rapidement sur nos libertés fondamentales. En tout cas, majoritairement. On a tous vite montré petite patte blanche avec un QR code pour qui aller au restaurant et qui prendra l'avion pour voyager. Donc, si demain, dans une logique de quoi qu'il en coûte, la seule source de profit, c'est les big tech, qui auront l'argent, à qui l'État, big state, devra prendre dans la poche pour redistribuer, il faudra peut-être donner quelque chose aux big tech. Et ces big tech, est-ce que ce ne sera pas des données biométriques, d'autres données personnelles, etc., etc. Et ça reposera d'autres problèmes en termes de liberté fondamentale, mais je pense que précisément rien n'est acquis sur ce terrain-là. J'en ai fini. Bon, sur tous ces sujets qu'on n'a pas fini d'écluser, nul doute que Laurent Alexandre, que vous aurez la chance d'entendre dans quelques minutes, aura lui aussi des réponses. Mais juste avant de lui passer la parole, est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur cette problématique Est-ce que juste avant, de l'emploi? Juste un dernier point. Allez-y pendant qu'on prend une question. Désolé de vous couper pendant que quelqu'un... Je vous en prie, Frédéric. Non, parce que je suis d'accord avec le sujet des inégalités, mais je voudrais juste donner aussi un prisme vert à moitié plein sur certaines choses. Moi, j'ai beaucoup travaillé en Afrique, j'ai passé 5 ans là-bas. Et je pense que ces outils d'intelligence artificielle, c'est aussi un accès au savoir. C'est-à-dire que la capacité de ChatGPT à restituer de l'information ou à des outils là, c'est aussi pour, dans un certain nombre de pays, un accès direct à l'information et au savoir avec finalement une interface assez faible qui est un téléphone. Alors il faut qu'il y ait de la data, etc. Mais donc ce que je veux dire, c'est qu'on peut aussi créer de la valeur sociétale à travers l'intelligence artificielle. On ne fait pas que détruire de la valeur. Question ?
Non, pas de questions. Eh bien, écoutez, je vais demander donc à Laurent. Merci, bien sûr. On peut vous applaudir.